C'est des jeunes. يكنسوا ما يخليوش Ouais, لي ouais, poils. ouais, non. Ah bon? Ah les gars, j'ai pas ramené C'est mon des stylo. jeunes. Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Les régimes prédateurs, tels que celui qui sévit en Algérie, quand ils sont contestés par leur peuple, de façon qui peut les évacuer, recourent systématiquement aux mêmes méthodes d'enfumage pour tenter de semer le doute et la division au sein de la contestation. Ces méthodes sont très nombreuses, mais quelques-unes parmi elles sont systématiquement récurrentes, communes à tous les régimes de ce type. D'abord, une attitude tout à fait identique à celle des délinquants récidivistes, quand ils sont pris en flagrant délit. Soc et foc. Ils nient leur forfait même s'ils ont été pris la main dans le sac, la main dans la poche. Et tout aussitôt, pour détourner l'attention, ils désignent des boucs émissaires qu'ils choisissent parmi leurs propres comparses. Ils prennent parmi des phénomènes sociétaux les plus clivants, plus polémiques, comme le régionalisme, les convictions religieuses, les questions identitaires, régionales, et ils les alimentent, ils les attisent, les poussent à leur exaspération. Puis, ils repèrent parmi les plus visibles de ceux qui conduisent, animent ou accompagnent la contestation, ceux qui représentent pour eux le plus grand danger, ceux à qui le peuple fait le plus confiance. Et ils déclenchent contre eux une grosse campagne de dénigrement, de calomnie, allant jusqu'à chercher dans leur vie privée, dans leur passé, dans la vie de leurs proches. Tout ce qui peut compromettre leur image est utilisé jusqu'à la corde, amplifié, déformé de façon à les présenter sous leur jour le plus exécrable. Et la pièce maîtresse de cette odieuse stratégie consiste à fabriquer des ennemis. L'ennemi intime, celui de l'intérieur, et l'ennemi extérieur. L'ennemi intime, généralement qu'on choisit parmi justement ces contestataires, et l'ennemi extérieur qu'on aménage de façon à ce qu'il puisse représenter une vraie menace sur la pérennité de la nation même. Cette méthode de l'ennemi, est souvent construite sur des situations qui ont pu, à un certain moment, avoir un quelconque fondement. Ils ne construisent pas sur n'importe quoi. C'est sur quelque chose qui a eu, à un certain moment, un quelconque fondement. Qu'importe si le contexte n'est plus le même, si les périls sont exagérés, voire totalement inexistants, il faut les raviver, les amplifier et en faire des épouvantails qu'il ne restera plus qu'à faire agiter par les relais qui sont en place, médiatiques ou inséminés au sein de la société, ces relais, pour pouvoir, en cas de besoin, la travailler au corps et y semer le doute sur les meilleurs parmi ceux qui la servent contre le régime. La désignation de l'ennemi, intérieur ou extérieur, se fait généralement par le décideur central, celui qui parle au nom de tout le régime, celui qui, à travers des discours fortement relayés, a la mission de bombarder l'opinion publique des contre-vérités les plus criantes, les plus ridicules, les plus incroyables, tout simplement. Et lorsque la stigmatisation est lancée par ce maître décideur, les relais du même régime s'en emparent et la reprennent
en chœur, sans désemparer, la relayant de la façon la plus large possible. Le battage est très important et ne craint aucune exagération. Tout ce qui compte est de marteler sans cesse, de diffuser, de rediffuser, de répéter encore et encore jusqu'à la nausée, jusqu'à faire entrer dans l'opinion publique, si ce n'est des certitudes, du moins des doutes. Et c'est ainsi que ces régimes parviennent bien souvent à faire admettre aux multitudes des contre-vérités très grossières, qui n'auraient eu aucune chance d'être crues dans un système où l'élite intellectuelle existe et où elle a la possibilité de s'exprimer librement. C'est en partie pour cette raison qu'Al-Marra Libya dérange particulièrement ce régime. Et c'est pourquoi aussi elle est la cible, ainsi que ses journalistes, d'attaques virulentes. Parce que, justement, elle tente de faire intervenir non seulement les élites de toute mouvance pour leur offrir des tribunes, mais aussi tous les citoyens en direct et sans filtre. C'est aussi le cas des réseaux sociaux. C'est donc pour ces raisons que le régime procède à une sorte de takfir politique à l'encontre de tous ceux qui relaient les aspirations du peuple et qu'il a mis en place une très vaste organisation au niveau des réseaux sociaux. Une très vaste organisation de doubab, comme on dit maintenant, de trolls, pour infester les réseaux sociaux, pour ternir la réputation des activistes et semer sur eux les calomnies les plus atroces. Pour le moment, hormis des milieux favorablement disposés à l'endroit du régime, parce qu'ils y trouvent leur compte, parce que ce sont des clientèles, chacun à son niveau, ces méthodes de subversion et de contre-révolution n'ont pas encore produit des effets sérieux. Parce que les Algériens ne croient plus au régime, ni ceux qui se font ses avocats. C'est pour cela que certains parmi ces gens usent du stratagème très primaire de l'opposant soi-disant objectif qui critique le régime, zama, mais qui dans le même temps pointe du doigt les wanted du régime. Cela le rend plus crédible alors que les critiques qu'ils émettent sur les régimes ne sont généralement que très légères. C'est une technique qui peut avoir un tant soit peu de résultats, à plus forte raison, quand ces relais sont très nombreux et qu'ils procèdent au même bashing, au même battage. Un expert de ce genre de méthode parle d'armes de propagande massive. Et c'est tout à fait le cas, en l'occurrence. Le meilleur moyen de s'en prémunir est de ne rien avaler qui vienne du régime. L'ennemi, intérieur ou extérieur, n'a pas besoin d'être montré du doigt, pour la simple raison que lorsqu'il existe, on le voit de loin. Et en l'occurrence, le seul que nous voyons de loin depuis plus de 5 décennies et qui a tellement sévi qu'il n'a laissé que ruine, est très bien connu de tous les Algériens, et c'est le régime lui-même, celui qui détient aujourd'hui le pouvoir.
La fabrique des ennemis, intimes et extérieurs. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Onoran, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci, M. Benchenouf, pour l'invitation. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci, Brahim Younsi, d'être avec nous. Je précise, je l'ai déjà précisé, de 1982 à 1988. Ah, d'accord. Pas avant et pas après. Le MDA existait de quelle date à quelle date? De 82 à 93, par là. Ah, d'accord, je comprends. Il a été dissous par le régime. Très bien. Alors, Karim Neit Ousliman, universitaire. Merci, Karim, d'être avec nous. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Mourad Dena qui interviendra dans une demi-heure à peu près. Et Maher Zbouish, avec lequel nous allons commencer, enseignant à l'université de Bjaya. Il va nous parler du mardi et du verbe mardir, qu'observent très scrupuleusement, très fidèlement et très ponctuellement nos étudiants dans toutes les universités algériennes. Maher Zbouish, merci d'être avec nous. On n'arrive pas à le joindre, nous dit-on. C'est dommage, j'espère qu'on va pouvoir le joindre. Alors, qui se lance pour parler d'abord du titre, La fabrique des ennemis intérieurs et extérieurs. Et en ce moment, c'est vraiment ça. On sent que le régime est dans l'impasse, qu'il est vraiment aux abois. Et il sort cette fameuse thèse, cette fameuse méthode de fabrique de l'ennemi extérieur et intérieur qu'il montre du doigt, tout particulièrement parmi les activistes les plus en vue, ceux qui sont le plus portés par les manifestants, mais pas seulement, les chaînes de télévision aussi. Je vais vous lire un passage de la revue El Jeish, de l'édito, le dernier édito. Alors, ces partis, écoutez, ce sont des mots très durs, hein. Ces partis et leurs acolytes qui conspirent contre l'institution militaire et s'emploient à semer le doute sur ses intentions et ses efforts à travers certaines plumes mercenaires, certaines chaînes douteuses et partis rejetés par le peuple n'ont d'autres arguments que la critique et le dénigrement dans le seul souci de concrétiser des intérêts étroits au détriment des intérêts suprêmes de la patrie, exprimant leurs doutes sur l'ANP, sur l'instance nationale de médiation et de dialogue, sur les slogans brandis par le peuple lors de ses marches pacifiques, ainsi que sur l'appareil judiciaire. Là où je n'ai pas compris, je ne vois pas qui est en train de critiquer les slogans brandis par le peuple, puisque ces slogans sont contre le régime. Vous voyez comment ils font feu de tout bois pour... Alors, ce qu'il y a lieu de retenir et d'observer, c'est que nous sommes là à faire évidemment l'exégèse excusez-moi du terme, de tous les propos et les déclarations de M. Gaïd Salah, sans compter l'éditorial d'El Jeish. Oui. À un moment donné, si ces paroles, la direction de l'état-major du commandement militaire qui veulent aller vers des élections très rapidement, est-ce que dans les éditos, il y a eu des arguments politiques? Moi, je n'en ai pas trouvé. Aucun argument politique. Aucun. C'est aller simplement à l'ordre constitutionnel. Et comme j'ai eu à le dire assez souvent, monsieur l'état-major et le commandement militaire utilisent la Constitution comme étant un self-service. Ce qui les arrange, c'est très bien. Ce qui ne les arrange pas, ils piétinent. Ça, c'est le premier élément. Pour revenir à la déclaration de M. Gaïd Salah, quand il dit la phrase très, très significative et très forte, c'est parti dans un truc qui conspire. C'est une conspiration. Vous savez ce que c'est, en langage militaire, ce que ça veut dire? C'est énorme. Mais il n'a pas compris une chose, c'est qu'à partir du moment où il s'exprime politiquement, sa déclaration est publique et les sujette à débat, et les sujette à critique. À partir de ce moment-là, il faut se dire une chose, c'est que ce n'est pas simplement une immixtion dans la sphère politique, les médias ont été envahis par les propos du chef d'état-major. Vraiment, comment expliquer ça? C'est énorme, c'est finalement une promotion du chef de l'état-major, mais sans contenu réel, parce qu'en politique, ce qui compte, ce n'est pas simplement les élections, à la limite, c'est un choix. Mais c'est le coup d'après, M. Benchenouf. Le problème est que je ne comprends pas, je m'excuse de vous interrompre. C'est le problème, le vrai, le chef du pouvoir, le décideur en chef,
le chef d'état-major. C'est lui qui annonce la couleur. Et après, tous les gens reprennent. Hein. Quand il montre quelqu'un du doigt, après les relais, tout le monde montre ce type-là du doigt. C'est l'ennemi, l'agent à France, l'agent à sionisme, l'agent à Kada. Mais le problème, c'est que, comme vous venez de le dire si bien, quand il fait un discours, quel qu'il soit, il faut accepter qu'il soit critiqué. Critiquer le discours de quelqu'un qui s'érige en chef d'État, ce n'est pas de la trahison. Évidemment. Or, eux, ils sont en train de dire c'est de la trahison. C'est de l'attaque contre l'institution militaire. Alors, je vais vous dire une chose. Tous les analystes politiques, toutes les plumes sérieuses, toutes les télévisions sérieuses, celles qui rentrent dans le véritable débat, ont légitimement le droit d'informer. Ça, c'est un. À partir du moment, comme je l'ai dit, que sa parole est publique, elle est critiquable. Rien ne prédispose l'armée dans la Constitution à occuper l'espace public de manière politique. Oui. Ça, c'est. Mais le fait de le dire, c'est le fait de le relever et de la haute trahison. De la haute trahison. Mais encore une fois, parce qu'il a parlé aussi de certaines chaînes de télévision, et moi je vais témoigner dans un petit moment, mais là où c'est encore très, très important de le dire, c'est qu'aucun Algérien digne de ce nom ne peut être contre l'institution militaire. Le peuple algérien, ses élites, ses représentants, ses corps intermédiaires, tous ceux qui interviennent et qui sont contre l'élection à la hussarde, excusez-moi, guillemets pour jeu de mots, pour faire le petit lien, excusez-moi, ils critiquent les réactions politiques de l'état-major. Oui, exactement. On ne critique pas. Tout le monde respecte l'institution militaire pour ce qu'elle fait pour nos frontières, pour ce qu'elle fait pour notre sécurité. Comme disent souvent et de manière générique, elle nous protège, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants. Il n'y a pas de souci. Les gens critiquent uniquement ce que dit le chef d'état-major parce qu'il incarne le commandement et le commandement. Ce qu'il entreprend de faire. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est légitime. Voilà. Alors, nous allons revenir à ce sujet. Nous avons réussi à joindre Maher Zebouich. Maher Zebouich, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Jamaldine Benchenouk, pour m'avoir invité. Toute une salutation aux téléspectateurs et à vous inviter. Merci. Alors, pendant que vous parlez, nous allons passer des images des manifestations des étudiants qui ont été très massives ce mardi. Vous allez nous en parler. Ça devient maintenant une tradition contestataire au point où on a inventé, après le verbe vendredi, on parle de mardi maintenant. Maher Zebouich. Oui, effectivement, la communauté universitaire, depuis la première marche du 26 février, parce que, comme vous le savez, la première marche de la communauté universitaire a eu lieu un certain mardi 26 février, c'est-à-dire quelques jours après la marche nationale du 22 février. Depuis le 26 février à nos jours, la communauté universitaire n'a pas cessé de marcher, de revendiquer et de lutter aussi dans une révolution en marche que le peuple algérien mène courageusement depuis, bien évidemment, la grande marche nationale du 22. Malgré, comme je l'ai dit, les vacances, malgré la canicule, les exigences et les préoccupations, mais la communauté universitaire, étudiants, travailleurs et enseignants n'ont pas arrêté d'ailleurs la marche pendant l'été, pendant presque 2 mois et demi. Tous les mardis, pratiquement, il y a cette marche de mardi pratiquement depuis le 11 juillet, le commencement des vacances, jusqu'à pratiquement celle d'aujourd'hui. Bien évidemment, par le biais de cette marche du mardi, la communauté universitaire tient justement à exprimer aussi son adhésion totale dans cette révolution en marche que mène le peuple algérien depuis le 22 février. Et il tient aussi à souligner effectivement à chaque fois, bien évidemment, les revendications de la révolution en marche, à savoir changement radical du système, l'avènement ou l'instauration d'une nouvelle république digne de ce nom, une république démocratique, une république sociale, une république des droits de l'homme, une république au sens réel du terme, et aussi la communauté universitaire a exprimé à chaque fois d'ailleurs le droit du peuple algérien de se réapproprier de sa volonté, de sa souveraineté. Donc effectivement aujourd'hui à Béjaïa, il y a eu
un monde extraordinaire, comme vous l'avez peut-être suivi vous-même, Jamaldine. Ces dernières marches, d'ailleurs, c'est pas que la communauté universitaire, il y a aussi la participation de la société civile et des citoyennes et des citoyens. Aujourd'hui, presque, bien évidemment, par le biais de la marche d'aujourd'hui, les étudiants ont aussi réexprimé c'est-à-dire leur détermination, c'est-à-dire de satisfaire les revendications de la Révolution en marche, mais aussi c'est une réponse claire à du moins 3 éléments. Une réponse à ceux qui disent que le Hirak il est fini, que la Révolution en marche elle est finie, qu'il reste juste une poignée. Aujourd'hui, la communauté universitaire a prouvé effectivement que, au contraire, la Révolution en marche, elle est en train de connaître une remobilisation exceptionnelle, extraordinaire. C'est ce qu'on a Oui, constaté mais Mahrez aujourd'hui. Bouich, effectivement, nous l'avons tous remarqué que la redynamisation ne fait aucun doute que la rentrée sociale est en train vraiment de s'inviter dans le débat national après le dernier vendredi, maintenant ce mardi estudiantin. Mais ce que nous comprenons moins, par contre, est que malgré votre formidable mobilisation, malgré la généralisation de votre action à tous les niveaux de l'université algérienne, nous ne comprenons pas néanmoins comment vous avancez de façon, j'allais dire, séparée, chacun pour soi, chacun de son côté, chacun dans son petit coin. Pourquoi n'avez-vous pas pu aboutir à une organisation nationale, à un leadership, à un programme sur lequel vous pourriez vous consulter les uns les autres, porteurs de même slogan, de même mot d'ordre? Vous restez en rang dispersé, en fait. Non, effectivement, je pense que c'est les mêmes questions qu'on pose aujourd'hui, ou du moins depuis quelques mois, par rapport justement à la Révolution en marche d'une manière générale. Il est très difficile aujourd'hui, pour des raisons subjectives et objectives aussi, de mener tout un travail, c'est-à-dire de collaboration interuniversitaire. Vous connaissez du moins la situation de l'université avant 22. Vous connaissez un petit peu les agissements du pouvoir à l'intérieur des universités et vous connaissez pertinemment comment les sous-systèmes ont profité de l'enseignement supérieur, des structures universitaires pour justement avoir de l'argent ou pour faire des structures justement des nids de corruption. Ça, c'est des raisons. La situation de l'université, du moins avant le 22, c'est tout le monde d'ailleurs qui le connaît. Et je pense même le Mararibia l'a consacré plusieurs fois des émissions pour en parler un peu de la situation de l'université. Donc, ce qui fait, l'université, elle vit un naufrage depuis quelques années. Oui, mais si vous, université algérienne, qui êtes devenue le fer de lance, l'avant-garde du mouvement de contestation, de la révolution, comme vous le dites si bien, si vous n'arrivez pas à vous organiser, à vous doter d'un leadership, de structures qui pourraient produire une forme de synergie, comment voulez-vous que le Hirak, en tant que tout, pourrait générer ses propres leaders, ses propres représentants? Oui, la question n'est pas aussi simple, Benchino, c'est ce que je viens de vous le dire à l'instant. C'est-à-dire, rajoutons justement à la situation catastrophique que traverse l'université depuis quelques années, rajoutons aussi les mêmes débats. Attention, il y a une question très intéressante qu'il faut justement poser, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi l'université est arrivée à cette situation de naufrage, de désorientation, c'est que elle a été tout le temps, je dirais, instrumentalisée par les intellectuels politiques. C'est vrai que nous avons une part de responsabilité, mais elle a été toujours instrumentalisée. Vous connaissez un petit peu les agissements des sous-systèmes, quand je parle des recteurs, quand je parle des chefs de département, des doyens, des présidents du conseil scientifique, etc. Ça représente effectivement des sous-systèmes qui ont tout le temps soutenu d'ailleurs le système en place. Rajoutons à ça, c'est que l'influence maintenant, c'est le débat national. Il ne faut pas qu'on imagine l'université algérienne Cambridge ou New Jersey, l'université algérienne, elle évolue dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Vous connaissez un petit peu la situation du pays. Et aussi, depuis le 22, elle évolue dans
dans un débat national qui est départagé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a même en dehors de l'université, il y a ceux qui veulent aller vers la structuration, il y a ceux qui sont contre la structuration. Du moins, nous, à l'université de Béjaïa, on a commencé à faire un travail depuis le 10 mars. Le 10 mars, c'était la première assemblée générale où on a commencé justement c'est-à-dire à mettre en place les conditions nécessaires pour aller vers une coordination nationale des universités algériennes. Ça n'a pas été très facile parce qu'à l'époque, le débat était déjà est-ce qu'il faut aller à une structuration, est-ce qu'il faut lisser justement la révolution dans son cadre horizontal, dans sa nature horizontale. Donc c'est non seulement un débat qui s'est retrouvé à l'université, mais c'est un débat global au niveau national. Donc ce qui fait, et il est très difficile, le plus important pour nous, c'est que depuis le 26 février du mois, je parle de l'université de Béjaïa, d'Alger, de Constantine, effectivement, c'est qu'il y a des liens de collaboration, des liens de discussion, de débat. On a même organisé plus d'une trentaine de conférences qui parlent un peu de l'état d'ordre des droits, la voie constitutionnelle, la voie politique, la transition démocratique. Il y avait tout un débat qui a été fait à l'époque. Le plus important, c'est qu'on s'est dit que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas dans la structuration, du moment que la grande majorité du peuple, il n'était pas favorable pour la structuration, vu que la structuration d'un mouvement, comme elle peut lui donner un souffle, comme aussi elle peut lui souffler. Donc, ce qui fait, c'était un débat national à l'époque. Le plus important, on s'est dit, les priorités, c'est quoi? Un, c'est de mobiliser davantage. Deux, c'est de participer activement dans la révolution en termes d'organisation des marches, en termes c'est-à-dire de production des textes, d'organisation de conférences, etc. Depuis le 10 mars, on faisait que ça, c'est-à-dire faire des marches, organiser des conférences, animer les débats populaires, etc. Et la structuration, elle était un peu très difficile, encore plus avec les 3 mois. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez tous d'ailleurs l'image qu'a les Algériens du moins sur le panel et comment il a été rejeté. À l'époque aussi, on s'est dit que le plus important, c'est de mobiliser davantage, c'est d'avoir d'autres acquis, c'est de se réapproprier des espaces publics, c'est de se réapproprier de la pratique politique et de la praxis politique, et aussi de faire un débat du moins un peu scientifique sur des questions liées directement à la Révolution en marche. Merci Mahrez Bouich, mais vous me donnez l'idée, peut-être nous allons soumettre la proposition d'organiser une émission pour les universitaires, pour les étudiants, pour voir comment ils pourraient s'organiser et essayer d'aller vers plus d'organisation. Merci en tout cas de nous l'avoir suggéré. Nous allons voir quelques images de la marche d'aujourd'hui et revenir à nos invités. Karim Knight Ouslimane, un commentaire sur la marche des étudiants? Oui, la marche des étudiants, c'est vraiment, elle est devenue l'âme et l'espoir de ce Hirak. Et puis, pour juste rebondir sur la question de la structuration du mouvement et pourquoi les universitaires et le peuple du Hirak, surtout les étudiants, sont un peu réticents à cette question de structuration, c'est que c'est dans la nature de ce Hirak et dans les éléments qui ont fait son succès, justement, son manque de structuration. Vous savez, il y a des philosophes qui ont travaillé sur ça dans les années 70, ils ont étudié le système de pouvoir vertical, centralisé, avec un pouvoir qui va du haut vers le bas. Ils ont dit que le meilleur moyen de lui échapper, de le mettre en défaut, c'est ce qu'on appelle les multiplicités. Et c'est-à-dire, c'est des multiplicités qui opèrent des agencements entre elles
et qui deviennent incontrôlables parce que le pouvoir vertical n'aime pas tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Tout ce qui lui échappe. Tout ce qui lui échappe. Donc, c'est des unités incontrôlables et surtout incorruptibles. Et nous avons vu ça pratiquement sur le terrain. Par exemple, au début du Hirak, nous avons vu, par exemple, le Hirak était très fort à Bourj Boualirij. À un certain moment, le pouvoir a mis en action ses relais, a actionné ses relais. Ils ont un peu étouffé à Bourj Boualirij. Tout de suite après, Alger a très vite grossi, Oran a grossi, Tizi Ouzou et Bdjaya sont complètement incontrôlables pour le pouvoir. Et on voit, c'est de cette manière-là. Et la dernière fois, on a vu quelque chose de magnifique aussi, c'est qu'on a maintenant... c'est un peu du harcèlement, en quelque sorte, genre voilà. Harcèlement militaire. On le tape de tous les côtés pour ne pas le... Et pour vous donner un autre exemple, on a vu donc Vendredir, là, Mardir des étudiants, on a vu Kharrata la dernière fois, ils ont ouvert le champ pour Samdir aussi. Donc ils sont sortis spontanément. Suivi tout de suite après par Mostaganem. Par Mostaganem. Ça fait 3 rendez-vous semaine. Voilà, par semaine. Donc là, le pouvoir perd toute sa capacité centrale de centralisation, de contrôle. Il faut bien venir à l'organisation désigner des représentants pour pouvoir négocier au nom de tout le monde. On ne peut pas, comme ça, agir par référendum ou par plébiscite, à la limite, chaque semaine, sans émettre des propositions concrètes, des revendications concrètes, tangibles. Il faut bien qu'un jour nous puissions... Les revendications, elles sont là, justement, elles sont portées par tout un peuple. C'est un changement radical du système, on demande à négocier avec les véritables détenteurs du pouvoir, par exemple. C'est pour ça que la farce de Karim Younes n'a pas tenu, comme les précédentes. Donc il y a quand même une intelligence collective qui se structure, qui opère comme une machine de guerre pacifique, une machine révolutionnaire. Et c'est tout ce qui fait l'efficacité. Mais c'est nouveau, ça, c'est inédit. C'est inédit. On ne connaît pas de manifestations aussi massives, qui se chiffrent en millions, qui a lieu 3 fois par semaine ou au moins 2 fois par semaine, qui n'est pas violente, qui est très porteuse, mais qui ne s'exprime pas à travers des représentants. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des scientifiques un peu partout dans le monde qui commencent à s'intéresser à ce phénomène. À ce phénomène. Ils veulent savoir comment le Hirak arrive à tenir le coup. Là, on arrive à 7 mois quand même. Il n'y a pas d'essoufflement, il n'y a pas de débordement. Et d'ailleurs, la dernière carte que joue actuellement le pouvoir, c'est de provoquer carrément la violence. D'ailleurs, je prends l'occasion pour condamner l'agression du maître Salah Debbouze hier. Absolument, et on voit que le pouvoir utilise vraiment ses derniers moyens pour essayer d'allumer une sale guerre en s'attaquant aux figures un peu emblématiques du mouvement. En envoyant quasiment des milices. Des milices. Alors, juste, ce dont vous êtes en train de parler, la revue El Jish, quand elle dit, quand elle condamne les gens qui s'attaquent aux slogans brandis par le peuple lors de ces marches pacifiques. C'est incroyable. C'est comme si ces slogans-là lui étaient favorables à cette institution. Pour comprendre leur position qui est carrément un déni de réalité, il faut voir aujourd'hui le journal du Trésor de la chaîne nationale de l'ENTV qui ont titré comme ça, droit dans les yeux, ils ont dit une marche massive des étudiants pour soutenir le Gaïd Salah. Donc ils sont dans un déni de réalité et ils opèrent. C'est du mensonge. C'est pas du mensonge. Réalité, c'est du mensonge. Ouais, c'est du mensonge exprès pour créer ce qu'on appelle. Ils fonctionnent par diabolisation. Ils vont diaboliser pour créer ce qu'on appelle aussi un bouc émissaire, c'est-à-dire charger une opposition, essayer de monter C'est pour ça qu'ils parlent de conspiration parce qu'ils veulent rendre ça très très passionné, très autour du sentiment national. C'est le sujet de notre jour d'aujourd'hui. L'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Mais ça, c'est vraiment les agissements d'un pouvoir aux abois. Allez-y. Si je peux traduire. On peut intervenir, interférer. Le pouvoir est dans la fiction. Il n'est pas dans la réalité. Il est dans la fiction. Il joue un rôle. Le peuple est dans la réalité. Ceci étant dit, sur la question de la représentativité du Hirak, comme vous dites, moi je dis révolution. Je crois que la révolution n'a pas encore trouvé... Mais Herzbouch aussi, tout à l'heure, a parlé de révolution. Oui, tout à fait. On parle de plus en plus de révolution. Je l'ai bien entendu. Le peuple n'a pas encore trouvé, ou il attend de faire, d'avoir des représentants parce qu'il y a des modalités à mettre en œuvre pour cela. Mais avant les modalités de représentation, on en a parlé ici une fois, avant les modalités de représentation, il faut trouver les modalités de légitimation. Comment on légitime d'abord les gens. Et je crois que la révolution est non pas seulement à la recherche
Je crois qu'elle a trouvé les modalités de légitimation. Est-ce qu'elle a les bonnes personnes? Est-ce qu'elle a les bons représentants qu'elle peut légitimer, auxquels elle peut donner Mais une si elle, légitimité? si elle ne les inspire pas par peut le elle-même, faire. si elle ne Elle- le génère pas, Oui. si elle ne les Ceci génère dit- pas, ils ne sortiront pas. Ceci dit, pour revenir à la première question que vous avez posée, Oui, et je crois que nous en avons aussi parlé ici, la question de la politique de l'ennemi. oui. La politique de l'ennemi, et j'ai parlé la dernière fois de l'État fasciste, qui est là, qui est, on la voit à travers Latent, il est... Oui, oui, il est même là, il est réel, oui, il agit. oui, Et on en a parlé. Quand on s'attaque, et je condamne l'attaque contre Salah de Bouz, nous sommes dans un processus fasciste et fascisant. Oui. Fascisant, voire fasciste. Et cette politique de l'ennemi, de l'ami et de l'ennemi, c'est Carl Schmitt. C'est pour ne pas remonter jusqu'à Machiavel, mais c'est Carl Schmitt. Alors L'Allemand, qu'est-ce qu'il dit en ben, l'occurrence? que la politique est fondée sur l'ami et l'ennemi. Vous avez des ennemis et vous devez avoir des amis, désigner des amis et avoir des ennemis. Quitte à les inventer. Quitte à les inventer, mais de la peur. voilà. C'est la politique de l'ennemi. Et on a dit aussi, et c'est la raison pour laquelle ils invoquent la Constitution, alors que là aussi, il y a une fiction constitutionnelle. Il y a une fiction juridique. Il y a même, si j'ose dire, parler de la présidentielle, c'est une fraude en elle-même. C'est une fraude. C'est une filouterie juridique, politique, morale, que de parler de présidentielle. Et la revue El Jish, elle dit, pour rassurer les gens, hein, elle dit « L'ère des dictats et de la fabrication des présidents est définitivement révolue Ceci étant, quand la revue El Jish, justement, fait une mauvaise analyse sur précisément les élections pour parler de ces dictats, parler de ces mauvais Algériens qui ne veulent pas de la présidentielle et que ces Algériens-là rêvent à l'ère coloniale, sont dans l'ère coloniale, sont dans les idées coloniales. Mais ils nous donnent la verge pour le battre. Parce que qui a fraudé des élections et imposé des élections pendant la colonisation? C'est l'État colonial, c'est Najlan notamment. C'est Najlan notamment. Qui a mis les candidats, notamment du PPA Et sa fraude. et ça Brahim. oui, Donc, c'est pour faire le lien oui, aussi, absolument, tu vois. Najlan, c'est sa fraude. En 1948, qui a mis des candidats qui ont gagné des élections, les a mis arrêtés et mis en prison, notamment les candidats du PPA-MTLD? C'est l'État colonial. Mais l'élève, me semble-t-il, a dépassé le maître, parce qu'il nous accuse de ces turpitudes, de l'exemple qu'il prend de la colonisation pour nous imposer des élections dont on ne veut pas, dont le peuple ne veut pas. Mais ce n'est pas ce qu'il dit, lui. Il est en train de dire le peuple veut ces élections, il est en train de l'exprimer dans la rue, qu'il veut des élections, et ces gens-là, cet ennemi intérieur et cet ennemi extérieur, veulent empêcher la volonté du peuple de se réaliser. Vous avez une oreillette, mais vous entendez de vos deux oreilles. Oui. Avez-vous entendu le peuple appeler à des élections? Non, mais moi je suis en train d'entendre le régime qui est en train de dire le contraire de ce qui est. Nous sommes dans ce cadre-là dans de la manipulation et de la mise sous condition psychologique des masses. Point barre. La revue Jish parle des mauvais Algériens que nous serions. Elle dresse des Algériens contre des autres, finalement. Absolument. In fine, les mauvais Algériens que nous serions. Nous sommes l'ennemi. Oui. Et depuis la Maghrébien, nous sommes l'ennemi de l'extérieur. Celui qui est manipulé par la main. Et les bons Algériens... Ce sont ceux qui veulent aller aux élections. C'est eux. Parce qu'en fait, eux, ils sont dans un schéma dans lequel c'est toujours le pouvoir central. C'est-à-dire, eux, ils sont dans un ancien schéma dans lequel le pouvoir détenait le monopole sur l'information. Donc, ils racontaient ce qu'on appelle le récit national ou le roman national. Ils le faisaient un peu à sa sauce et à sa guise, à travers les offices de publication, les offices universitaires, les radios et le NTV. Mais comme ce système est vieillissant, non pas seulement par ses figures, mais aussi par ses méthodes, il n'arrive pas à comprendre que maintenant, on vit dans une époque de fragmentation même de l'information. Il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire absolument. Il y a des versions antagonistes qui sont en train de sortir, qui sont émises
par des médias ou des réseaux sociaux qu'ils ne contrôlent pas. Qu'ils ne contrôlent et qu'ils pas. désignent Voilà, désormais comme absolument. étant l'ennemi. Et c'est- Je termine juste ce que je disais. Parce que le pouvoir se met dans le camp des bons Algériens. Mais il ne nous dit pas à quoi il est bon. À quoi il est bon. Nous le savons. Nous savons. Ouais. Nous savons à quoi il est bon. Il est bon à détruire. Il est bon, il vous l'avait dit tout C'est à un l'heure. prédateur. Ben, c'est un prédateur. À détruire, à dénigrer, à voler, à opprimer, à réprimer. Il est bon à cela. Oui, oui. L'Algérie, il a détruit. En quoi peut-il être bon, ce régime, ce système? Nous allons voir l'image d'une personne d'un certain âge qui manifeste avec les étudiants et nous revenons au débat. C'est quand même incroyable. Un peuple qui, depuis ses enfants jusqu'à ses centenaires, qui sortent dans la rue, qui leur dit « je ne veux pas de vous, je ne veux pas de vos élections trafiquées à l'avance » et tout. Et eux, ils disent « non, non, le peuple est en train de dire qu'il veut de nous, qu'il veut nos élections ». C'est quand même hallucinant. Par-delà le fait que le peuple refuse ces élections, parce que le peuple, il y a aussi dans cette révolution, on n'a pas capté la véritable demande politique. Nous sommes au niveau des slogans qui sont d'une profondeur absolue, mais on n'a pas capté la véritable demande politique. Ils ne veulent pas de ces élections, parce qu'il y a deux choses. Brahim a dit tout à l'heure un problème de symbolique et de légitimation. Mais dans un autre cas de figure, ici aussi, dans ce cadre de la révolution, ils veulent supprimer tous les symboles de la révolution. C'est le préalable pour eux. Donc c'est les Bedouis, c'est les Ben Salah et tant d'autres. Mais qui va légitimer ensuite? Et comment légitimer ensuite? Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que, en étant un mauvais Algérien, on va dire, pour reprendre un peu, pour être un peu trivial, nous qui sommes de mauvais Algériens, nous savons très bien qu'aller dans des élections, c'est une aventure. D'abord, c'est la politique du pire en ce qui me concerne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, ne serait-ce qu'une déclaration de constitutionnalité modifiant un petit peu la Constitution. Comment voulez-vous qu'on aille élire un président avec les pouvoirs que lui confère l'ancienne Constitution? Ça, c'est le premier élément. Je ne parle même pas de la loi électorale ou du fichier électoral que la Commission nationale d'indépendance d'élection pourrait régler. Il y a ça. Mais M. Gaïd Salah, il sait très bien qu'après l'élection présidentielle, il faut dissoudre les chambres et aller à d'autres élections. Ça, c'est important. Sur quelle majorité va s'appuyer le nouveau président? Est-ce que ce sera un régime présidentiel fort à l'époque, FLN, RND, etc., véritablement vertical, jacobin et à la limite dictatorial? Ou alors ce sera plus équilibré? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'élection, mais le peuple veut l'élection, mais à ses conditions. Il faut d'abord éliminer plein de choses, apaiser le climat, laisser les... Comme vous voyez, là, aujourd'hui, l'alternative démocratique a été empêchée de tenir sa réunion. Il n'y a eu aucun homme politique opposant à la démarche de l'état-major qui ne s'est produit ou que les télévisions algériennes ont invité. Mais il me semble qu'elle a tenu sa réunion. Elle a tenu, oui, elle a tenu, mais elle voulait faire une convention qui serait plus élargie, et là, on ne lui a pas donné l'autorisation. Mais comment voulez-vous aller dans ces conditions? Le climat n'est pas du tout apaisé. Et en plus, quand M. Gaïd Salah, pardon, l'éditorialiste de l'Djish, quand il dit, là où il traitait aussi les télévisions, ah oui, voilà, c'est là, vous m'excusez pour ce retard, certaines chaînes douteuses est partie rejetée par le peuple. À qui fait-il allusion? Il fait allusion à l'Alliance démocratique. Oui, non. Oui, la Maghrébia, c'est clair. Vous l'avez dit dans votre édito, ça paraît clair. On en parlera dans un moment. Mais quand il dit à des partis rejetés, des partis IS, rejetés par la population, qui a dans le panel FFS, RCD, PT, MDS, les forces qui sont appelées à Alliance démocratique. Ça veut dire quoi? C'est pas encore une stigmatisation? Et quand il nous dit l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur, c'est le produit et c'est le propre de la philosophie politique de tous les systèmes dictatoriaux qui ont vécu le centralisme démocratique. Regardez l'URSS, regardez ce qui est devenu. Nous, nos services de sécurité ont été transformés, on ne sait pas comment.
eux sont passés du KGB au FSB. Il y a eu Gorbatchev avec la glasnost et compagnie, Eltsine a essayé de tout foutre en l'air. Heureusement que ça a été rattrapé. Le souci, c'est que nous, il faut qu'on dise au peuple que la transition va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut passer d'abord par se réimmerger dans le préambule de la Constitution, voir si les outils démocratiques qu'on nous met au service aujourd'hui ne sont pas finalement dépassés par la demande du peuple. C'est ces questions qui doivent nous ajouter. La transition doit se situer là. Et quel régime allons-nous avoir? Un régime présidentiel, un régime semi-présidentiel, parlementaire? Il y a tellement de choses à dire. Alors, monsieur je voulais Benchimol. tout à l'heure, pardon, c'est vrai, je voulais vous interrompre pour vous dire qu'on nous a signalé depuis le pays qu'aujourd'hui, Maghrébia n'est plus captable. On ne la capte plus depuis cet après-midi. C'est qu'on a de très bons ingénieurs déjà. Oui, Le pouvoir utilise deux choses qui viennent toutes les deux de Carl Schmitt. Paradoxalement, si j'ose dire, toutes les deux. À la fois, la question du souverain. Carl Schmitt dit celui qui crée la situation exceptionnelle est le souverain. oui. Et Gaïd Salah ou l'état-major nous le démontre. Il est le souverain, il décide. C'est le décisionnisme, la thèse Mais de centrale. manière unilatérale. Oui, absolument. C'est la thèse centrale de Carl Schmitt. Et c'est le juge des valeurs. Ben oui. C'est Deux- lui qui décide qui est le traître, qui Bien est sûr. le nationaliste, le Bien sûr. patriote, Évidemment, évidemment. l'ennemi. De la politique de l'ennemi. Parce qu'ils sont dans cette politique de l'ennemi, comme on dit, l'ennemi intérieur et l'ennemi. Et vous pensez qu'il y a extérieur. des gens qui pourraient tomber dans ce piège Je ne le crois grossier, pas. primaire? Je ne le crois pas. Si Karim tout à l'heure a parlé du contrôle de l'information. Du contrôle de l'information. Mais le martelage L'information a ne des la effets. contrôle plus vraiment. L'information officielle est devenue périphérique. Absolument. Elle Alors, est devenue périphérique. d'où D'autre part, ce qu'ils veulent absolument imposer, c'est la vérité. C'est un peu les régimes dictatoriaux, les régimes autoritaires, les régimes tous veulent imposer, autocratiques veulent imposer une vérité, leur vérité. Et là, le régime veut nous imposer ou imposer à une majorité de la population, et c'est la raison pour laquelle El Maghrébia aujourd'hui n'est pas capté en Algérie, pour que l'autre vérité, ou la vérité, si j'ose dire, Prenne le ne dessus. soit pas entendue, ne serait-ce qu'entendue. Alors, Karim Aïtou Slimane, nous allons revenir sur ce sujet de l'ennemi extérieur et intime. oui, ça, il faut- Ouais. Mais sinon, au sujet du panel, comment s'appelle déjà l'initiative CDD? L'instance nationale de médiation nationale. Voilà, c'est ça. c'est ça. Ouais. De dialogue Alors, et de oui, pardon, médiation. Et de dialogue et de médiation. médiation. Alors, il arrive comme une fleur, M. Karim Younes, et il fait une déclaration. Il dit: j'ai remis mon rapport au chef de l'État. Nous avons reçu 5600 associations Ouais. et des En si partis. peu de temps, ouais. C'est incroyable. Et puis il fait une profession de foi. Il dit: il n'est pas question de sortir du cadre constitutionnel. Nous serons très rigoureux, très stricts. Nous veillerons à ne pas déborder, ne serait-ce que des cheveux du cadre constitutionnel. Ouais. Le problème est que toutes ces propositions, toutes sans aucune exception, elles sont anticonstitutionnelles. Je vous donne un exemple. Ben Saleh l'a chargé de mettre en place une instance de préparation, d'organisation, de suivi des élections. Elle a un nom, hein, déjà, ça y est, elle a un nom. Et des prérogatives dont elle va être dotée par on ne sait qui, et qui est tout à fait anticonstitutionnelle. Parce que la seule qui est prévue dans l'article 194, c'est la HIS. C'est la haute instance de surveillance des élections, qui n'a pas ses prérogatives. Elle a uniquement celle qui consiste à surveiller les élections, soi-disant. Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ils raisonnent, ces gens, comment ils fonctionnent? Vous savez, Jamel, ça va être très difficile d'expliquer l'inexplicable. Ouais. Parce que, actuellement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont un peu dans la posture du kamikaze politique. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont plus de munitions, qu'ils n'ont plus de pouvoir. Alors, ils se disent, tenez, on va foncer dans le tas. Et eux, ce qu'ils essaient, c'est ça. C'est foncer, c'est-à-dire prendre une posture de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est déterminé. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Et leur dernière carte, ils sont en train de jouer leur bateau avec les élections. D'ailleurs, le discours de Karim Younes est contradictoire avec le discours de Gaïd Salah aussi. Et ça, on ne le signale pas.
Parce que Karim Younes, quand même, essaye quand même de dire qu'on va quand même prendre quelques préalables, on va essayer de discuter, Il a même parlé à un certain moment, il a dit que le président sera chargé par la suite peut-être de réviser la Constitution. Il a évoqué des choses comme ça, alors que Gaïd Salah lui a répondu... Oui, juste pour étayer, c'est que Karim Younes a dit que ce sera un président de transition. C'est ça. Ça le propos. Et Gaïd Salah, le président élu sera un président de transition. Oui, de transition, c'est-à-dire pour préparer autre chose. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ce sera un mandat constitutionnel dans le mandat, le président sera chargé de toutes les réformes possibles et imaginables. Tout le processus. Voilà. Mais tout de suite après, on a le dernier discours de Gaïd Salah, les 4 derniers, parce que c'est les mêmes qui sont répétés, c'est le même qui est répété 4 fois, lui dit clairement que le prochain président, il n'est pas concevable qu'on lui donne une mission préalable. Donc en réponse, carrément... C'est incroyable. Ils disent une chose et son contraire, Avec les pouvoirs sans se démonter. Là, sur l'ancienne Constitution. Voilà. Il se pose d'énormes problèmes constitutionnels de droit, mais c'est effarant. Vous disiez d'une histoire de réalité. Pire, ils ont perdu la notion du réel. Ils l'ont perdu complètement. C'est ça le souci. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de fiction. Ouais. Et d'ailleurs, eux, je crois maintenant qu'il y a quand même un petit conflit au sein des instances décidantes en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a quand même, voilà, il y a la présidence qui sont dans une posture, même si ils sont des politiciens quand même si c'est des politiciens un peu foireux qui ont prouvé leur inefficacité pendant des années, mais essayent de passer par la politique politicienne. Voilà, pas un problème de forme. Rester dans la forme. Et on voit Gaïd Salah, par contre, qui est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, qui arrive, qui détruit tout, et qui ne sait pas, il se pose directement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut le dire aussi, il n'a pas le niveau, il n'a pas la posture d'un homme politique. Peut-être qu'il doit être... Voilà, on lui demande on lui demande pas. On ne remet pas en cause ses compétences de chef militaire. Tout à fait. Ça, on ne les remet pas en cause. Mais pour qu'il se déplace sur le champ politique, il n'en a même pas la posture pour comprendre. Alors que des gens comme Karim Younes ou Ben Salah sont quand même des politiciens et savent comment ça se joue. Donc ils essayent de jouer un peu sur les formalités. Alors que Gaïd Salah, non, il joue franc, il vous dit voilà, nous, on est là, on dit ce qu'on veut et on va même vous montrer ce que vous ne voyez pas. On va fermer les chaînes. Ils sont en train de fermer des chaînes, par exemple, je suis en contact avec des militants auxquels on essaye de fermer les pages. Même pour les petits militants, youtubeurs, facebookers, on essaye de leur fermer les pages, sans parler des grandes pages. Donc ils veulent, là le Magharibiya n'est plus capté depuis cet après-midi, et c'est ça leur schéma en fait, c'est qu'ils veulent passer par force, mais je pense que c'est très bon pour le Hirak, parce que vraiment ça montre que le roi est nu, et maintenant même les plus aveugles vont voir quand même. Ce qu'il a lieu de rajouter juste avant que Brahim ne prenne la parole, c'est que vous dites que c'est des politiciens. Je suis désolé, je n'ai pas l'habitude de juger les gens. Dans toutes mes interventions, j'essaie d'être le plus distant possible. Mais entre M. Ben Salah, qui a quand même un parcours un peu de densité, M. Karim Younes, moi, M. Ben Salah, c'est un bonhomme qui est effacé par rapport à la mainmise de l'état-major, qui est rentré de plein pied à la présidence de la République, qui est finalement une annexe de l'état-major. Et M. Karim Younes, comme vous l'entendez, c'est un discours lénifiant, qui ne tient pas la route, même pas politiquement. Il n'a même pas fait l'effort d'avoir, par paresse peut-être intellectuelle, ou par, je ne sais pas, disons... à partir du moment où il a sous-traité pour le pouvoir réel, pas s'attendre à mieux. Mais il y avait au moins, par honnêteté intellectuelle, posé quelques problèmes. Et moi, je demande, il a reçu 5300 et quelques associations, qui nous donnent la liste. 1. Il a reçu les partis politiques qui nous donnent la liste. 2. Qui remettent à l'opinion publique les résultats. Et les PV aussi. Les PV et les Ouais. résultats. À ce moment-là, on verra. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que l'État profond existe. C'est que les associations existent, les partis politiques existent, il y en a qui sont sous tutelle encore. Donc c'est toutes ces questions pour voir quelle est la crédibilité de ce rapport et quels sont les gens avec qui il a discuté. C'est ça le souci aussi, s'ils veulent aller vraiment dans une logique d'apaisement. Alors, nous venons d'être rejoints par Mourad Dhina du mouvement Rachad. Mourad Dhina, merci d'être avec nous. مرحبا السلام عليكم et salutations للضيوف معك. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mourad, donc nous étions en train de parler, je vais vous dire le titre de l'émission, ça va parler tout seul. La fabrique des ennemis intimes et extérieurs. En ce moment, cette méthode est en train de carburer à plein pot
Ils sont en train de désigner à bras raccourcis des ennemis partout, des traîtres de l'intérieur, de l'extérieur, des chaînes. La revue El Jish, aujourd'hui, s'est donnée à cœur joie sur le sujet, au point où ils en sont arrivés à accuser ces ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de dénaturer les slogans du peuple dans la rue qui soutiendraient massivement les élections et le pouvoir en place. Et nous disent-ils que nous et les autres qui essayons d'éclairer l'opinion publique ne sommes là que pour dénaturer les vraies revendications du peuple. Et ils parlent même, l'édito d'El Jish, de conspiration. Moradena. Oui, je pense que ce régime militaire, enfin, d'essence militaire, et aujourd'hui, il est dans un tournant important, difficile à vivre pour lui, car ce n'est plus l'essence du régime qui est militaire seulement aujourd'hui, c'est sa vitrine qui est affichée en tenue. Donc on a un chef d'État de facto qui parle depuis les casernes, il lui faut des gens à qui s'attaquer, des tendances, des partis, la société civile, parce que tout ce qui n'est pas aux ordres, comme dans une caserne, est pour lui un insoumis, un danger. Il réfléchit avec le réflexe du militaire qui se croit dans un champ de bataille. Moi, ce que je crains, je pense que malheureusement on va y arriver, c'est que quelque part on aura un scénario final à la Néron. Hein, donc c'est ce régime qui se croit. Un scénario final, on a mal entendu. Oui. À la Néron. Oui, à la Néron. Ah oui, mais Néron a brûlé Rome. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Justement, il y a certains. Enfin, j'espère qu'il y aura des nuances chez nous qui vont au moins, disons, épargner Rome, hein, pour ne pas parler d'Alger. Mais en fait, c'est cette dérive autoritaire, cette dérive donc c'est une personne qui semble être vraiment encore sous le choc de ce qui avait pu ou se passer entre la fin mars et début avril, notamment par le fait qu'il risquait lui-même de se retrouver à la place de ceux qu'il a réussi par la suite à mettre en prison. Donc, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Moradena, comme on est en train d'inventer des verbes, vendre, dire, mardir, il y a un nouveau verbe qui vient d'être inventé, c'est mangeliser. Et ils sont en train de dire, on craint que le mangel ne soit mangélisé à son tour. Ben écoutez, je citais Néron pour encore aller plus proche de nous dans l'histoire. C'est un petit peu le règne de la terreur. Hein. Bon, bien sûr, il y a des choses différentes, mais tous les initiants, tous ceux qui étaient à l'avant-garde de cette période ont malheureusement péri par le fameux Mengel qu'ils avaient mis en place. On ne gère pas les demandes politiques du peuple, parce que maintenant nous pouvons dire vraiment que le peuple, parce que les centaines de milliers de personnes, au bas mot, de personnes qui descendent régulièrement, expriment donc des revendications qui sont très profondes, qui sont donc légitimes et qui ont pour but, et je pense que là les slogans sont très 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 forts, de ramener Ad-Dawla al-Madaniya et mettre fin à Ad-Dawla al-Askariya. L'État civil doit prévaloir. Moradena, en matière d'outrance, en matière d'absurde, ces gens-là sont en train de crever le mur, excusez du terme, hein, c'est plus le mur du son, c'est le mur du con. Pardon pour ce terme un peu excessif. Pourquoi ? Parce que quand le chef d'état-major lui-même, qui n'a pas le droit constitutionnel de prendre la parole politique, de s'exprimer politiquement, alors non seulement il le fait, mais comme le disait tout à l'heure Idirou Noren, il considère que son discours est parole de Coran, que personne ne doit le discuter, que personne ne doit le contredire, sinon c'est de la haute trahison. À ce point, en 2019, un chef de l'armée qui non seulement s'accapare la décision politique,
qui désigne d'ennemis et de traîtres à la nation quiconque n'est pas d'accord avec lui, mais plus que ça, qui interdit à l'opinion publique de critiquer ou d'émettre la moindre réserve sur ses discours? Écoutez, Gaïd Salah, c'est l'incarnation de la pensée militariste au sens implication dans la vie politique, hein, du régime algérien tel qu'on l'a connu depuis la veille de l'indépendance. Gaïd Salah, lui, personnellement, est soldat depuis un très jeune âge, hein, depuis son adolescence peut-être, et il n'a connu que ce cadre-là. Hein. Donc, moi, j'ai connu des gens qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé d'une façon assez proche, et effectivement, il a été très soldat dans sa vie. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui, toute sa carrière, était à 6 heures du matin pour saluer le drapeau, pour croire en cette vie de caserne. Pour un militaire, ça aurait été une bonne chose, je dirais. Mais voilà qu'il se retrouve, et qu'il a cherché certainement aussi, devant la scène politique, et les outils dont il dispose pour justement gérer ce qu'il considère être sa chose, hein, parce qu'on lui a toujours appris dans l'armée algérienne en fait que l'Algérie appartient à l'armée. C'est ça la doctrine politique sur laquelle repose cette génération, ce produit de l'école politique qui a géré le pays jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que ce pays leur appartient, et à partir de ce moment-là, je pense que tout s'explique dans son comportement. Alors, tous les faits qui peuvent arriver, ce sont des complots, parce qu'ils ont vécu dans les complots. Boumediene a fait un complot pour mettre à la porte Mbella, Zbiri a tenté le complot, eux ils ont fait un complot contre Chadli, etc., etc. Et donc, ils ne conçoivent la chose politique que sous cet angle réducteur, que le peuple, en fait, ça n'existe pas, ce sont des marionnettes aux mains de ce qu'ils appellent la Isaba, et le but ultime du jeu pour eux, c'est vraiment de neutraliser l'autre clan de l'armée, bien sûr, toujours, qui les menace. Donc, alors, tout le reste, c'est pour eux que des corps. Restez avec nous, Mourad Dena. Vous voulez dire quelque chose avant? Brahim voulait dire avant. Non, vas-y, non, pas de souci. Je voulais revenir à la Constitution, oui, parce qu'ils tiennent tellement à cette Constitution. Oui. Or, qu'ils violent allègrement tous les jours. Or, cette Constitution-là se réduit à 2 articles, et uniquement 2 articles, l'article 7 et l'article 8. Tous les autres sont caducs, tous, sans exception. Mais ils en parlent eux-mêmes de l'article 7 et 8, encore qu'ils n'en parlent plus tellement depuis un certain moment. S'ils parlaient vraiment des articles 7 et 8, ils les auraient appliqués. Bon, et néanmoins, comme disait Maurice Barrès, l'ennemi des lois, c'est nous. Alors qu'ils ne respectaient aucune loi depuis très longtemps. Alors, une remarque, sinon j'ai des questions. Non, c'est-à-dire ce que je voulais dire, puisqu'il rebondit sur quelque chose d'intéressant, c'est que dans la Constitution, la loi organique va être modifiée pour la loi électorale. Par qui va-t-elle être votée? Par une assemblée de Shkara, par une assemblée qui est amputée parce qu'il y a des députés qui ont démissionné, etc., qui est complètement illégitime. Ils ont proposé l'Akhzari pour rédiger la nouvelle aussi. Donc celui qui a mis les... Tout à fait. Ouais. Ce qui est surréaliste, je veux dire, parce que là, on s'éloigne on s'éloigne. Pour moi, parce que souvent, on agite des idées, il y a 3 voix. Il n'y en a pas 36 000. Ou au minimum... Et là, ce serait un compromis historique qu'il faut avoir, parce qu'il faut que ça se fasse dans la paix aussi. Il faut qu'il y ait une continuité de l'État aussi. Il faut que le pays reste stable aussi. Mais où on passe par une déclaration de constitutionnalité, où on passe par un processus constituant, où on va vers une constituante. C'est les 3 possibilités. Mais nous ne pouvons pas aller aux élections présidentielles maintenant avec ce personnel-là. Il n'y a aucune urgence à cela. Il n'y a aucune urgence à aller vers la présidentielle. Et surtout que je suis d'accord avec ces 3 possibilités, mais il faut savoir maintenant, il faut se poser l'autre question qui vient avant la question du chemin à prendre, c'est qui nous empêche d'avancer.
c'est... Ah non, mais tout à l'heure, M. Benchenouf l'a abordé avec Voilà. monsieur c'est-à-dire, Bush. tant que- Pardon. C'est-à-dire comment sécréter les élites. Ouais. Les, les élites au sein de la Révolution. Pas ça plutôt, je voulais oui. parler, c'est qui maintenant qui empêche, parce qu'on est dans un schéma paternaliste. Tant que le peuple, pour parler en psychologie, en psychanalyse, en termes de psychologie, tant que le peuple n'a pas mangé son père, il ne peut pas sortir du schéma paternaliste. Et d'ailleurs, même dans la langue d'Erja, on trouve les mêmes termes qu'on trouve en sciences politiques actuellement. En sciences politiques, on a parlé tout à l'heure des théories de Hobbes, par exemple, de l'entretien de la peur et tout ça. Et quand on voit dans notre culture d'Erja, on voit très bien que le papa ou la maman, pour faire endormir l'enfant comme l'armée fait avec le peuple, elle lui dit tu vas aller dormir, sinon Djil roulette. Donc eux, mais ils n'ont pas compris que maintenant le peuple ne croit plus à El Roula Khlas. En plus, juste pour terminer, c'est que, je ne sais pas si c'est Brahim ou notre ami là qui le disait, en termes d'information, elle est exploitée. Ce qui compte pour nous, c'est cette jeunesse, parce que c'est une jeunesse mondialisée. Ouais. Elle a accès à l'information tout de suite. Elle n'attend pas ni la PS, ni le NTV, ni les chaînes privées qui n'ont pas de crédit auprès du peuple. Je vois qui traverse le monde en 5 minutes. Je veux revenir à la question posée avec Mourad Dehna. C'est la primauté du politique sur le militaire. Au fond, c'est ce dont il parlait. Mais Brahim Younsi, moi, je vous arrête sur ça. Parce que moi, ça me dérange beaucoup, cette formulation. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Dites-moi pourquoi. Parce que, c'est la formulation consacrée oui, mais par tout le monde. D'accord. Mais moi, je vais vous dire pourquoi elle me dérange. Oui, pas seulement parce qu'on l'utilisait pendant la révolution armée, pendant la guerre de libération, où l'armée existait sur la scène politique, avec le côté politique de la révolution. Et à un certain moment, il y avait antagonisme. Donc, ils ont dit, d'accord, l'armée a droit de parole, mais il y a la primauté du politique sur le militaire. C'est une résolution du Congrès de la semaine. Mais maintenant que nous sommes... Maintenant, c'est post-indépendance. Nous sommes supposés être une république. Nous sommes supposés être une république. Il ne doit pas y avoir de primauté du politique sur le militaire. Il doit y avoir primauté du politique tout court. L'armée n'a pas droit à l'expression politique du tout. Ce n'est pas qu'elle doit être en dessous ou à côté. C'est beaucoup plus compliqué que cela, y compris dans les pays démocratiques comme la France. Tout à fait, comme la France, il y a des conflits où il y a des mais conflits. Il n'y a pas de primauté du politique sur le militaire. Il y a des rapports de force, monsieur. Il y a des rapports de force. Mais c'est des tiraillements invisibles. Parce que sur la scène, on laisse toujours que les politiques en Absolument. Il y a la question de la primauté. Je peux vous donner plusieurs... Mais on en parlera. Non, je veux revenir à cela, parce que c'est important. Cette question de la primauté du politique sur le militaire se pose dans tous les pays, y compris démocratiques, y compris aux États-Unis. Moi, je ne suis pas d'accord, mais on aura l'occasion d'en parler. Je vous donnerai des titres et des auteurs, si vous voulez, actuels. Alors, la question que je voulais vous... Non, allez-y. Mais quand on trouve, sur cette question, c'est posé en Prusse. C'est pas pour rien que Mirabeau... elle s'est posée en Prusse. Mais Prusse qui est l'État militaire par excellence. Quand on trouve une personnalité politique forte qui s'impose à l'armée, et Bismarck s'est imposé à l'armée. Et une fois que Bismarck était parti, l'armée a repris les rênes et le pouvoir. Oui, mais l'exemple est un peu extrême. Non, il n'est pas du tout extrême. On le voit aussi ici. N'oubliez pas que c'est un militaire aussi qui a gouverné la France, qui a présidé la France, le général de Gaulle. Pas en tant que général, en tant que président de la République. Oui, d'accord, évidemment. Élu par le peuple. C'est pour dire qu'il avait aussi le képi, qu'il se montrait en tenue militaire, qu'il n'était pas véritablement civilisé. Mais 68, il a bien été à Baden-Baden. Mais de son temps, il n'y avait pas de primauté du politique sur le militaire. Il y avait le politique, il n'y avait pas le militaire. Et quand le militaire a essayé, il a considéré ça comme un putsch par un carteron de généraux. S'il y a un pouvoir politique fort, s'il y a une personnalité politique forte, il y a eu conflit, pardonnez-moi, c'est peut-être accessoire, mais le conflit, dès que Macron s'est avec le général de Villiers, il y a eu un conflit assez... Mais bien entendu, le militaire... Mais pas en termes de politique, c'est en termes de budget militaire. Le budget, c'est politique. Oui, la politique financière... Oui, mais il a démissionné. Il n'a pas essayé d'imposer son point de vue. Je suis d'accord. C'est pour dire que les conflits, le militaire essaye toujours
dans un pays, y compris démocratique, de renier une part du Et pouvoir. nous allons politique. passer à la question que je voulais vous poser, que j'ai posée hier, que je poserai aujourd'hui, que je poserai encore et encore, jusqu'à ce que j'ai une explication. Alors, Karim Naït Slimane, ces élections auxquelles ils veulent aller coûte que coûte. Il l'a dit, hein, Habba min habba wa kariha min kariha, dans un discours depuis une caserne. La dictature. Voilà. Alors, tout le monde sait que le boycott de cette fois-ci, il n'y aura pas d'abstention, il y aura un boycott très actif. Ouais. Dans toutes les villes, dans tous les bureaux de vote, les gens seront hyper présents. Il y a même des observateurs qui craignent qu'il y ait des violences. À tel point, c'est exacerbé. Tout le monde sait qu'ils ne pourront même pas arriver à 10% de participation dans le meilleur des cas. Ça, c'est un optimisme béat. Optimisme béat. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent de 2-3% et encore. Alors, comment peuvent-ils aller à des élections, sachant qu'ils vont être sous les projecteurs du monde entier, qu'ils vont être ridiculisés, qu'ils vont être démasqués, où tout le monde va découvrir que le peuple dans son entièreté est contre eux, qu'il ne veut pas voter dans des conditions actuelles? Ça veut dire que c'est un véritable suicide. Ce qui m'amène à penser qu'ils ne peuvent pas y aller. Ils sont en train de faire quelque chose, ils nous préparent une crasse quelque part. À votre avis? Quand on voit le niveau de... Parce qu'il faut toujours qu'on revienne à la question de niveau et de posture. C'est pour ça que je trouve la comparaison avec De Gaulle un peu... Un peu osé. Voilà, un peu... Non, je ne comprends Voilà, pas. Non, très non. généreuse. Non. Je ne comprends pas. Non, il a donné un exemple. Non, je C'est des parle du similitudes. conflit. Je sais, voilà. Je parle du De conflit. ces infimes Non, similitudes. du Ouais. conflit Ouais, ouais. entre le politique et le militaire. Ouais, ouais. Pourtant, moi, j'aimerais bien que C'est ça, la similitude soit vraie pour qu'il se termine, qu'il finisse par nous dire « je vous ai compris ». Mais je crois qu'il est loin de... Non. sympathique. Voilà, je crois qu'il est... Encore une fois, je n'ai fait aucune similitude entre les uns et les autres. Non, on l'a bien En termes de- compris, il a dit sur le politique. ton de l'humour. hein. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de posture de kamikaze, et je crois que c'est ça. C'est-à-dire parce qu'en fait, quand on essaye de parler avec un peu les gens proches du général Gaïd Salah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Gaïd Salah, le problème, c'est que non, tout le monde sait qu'il est atteint de cécité politique, c'est pas un homme politique, il ne voit pas la réalité politique. Mais il n'aime pas qu'on lui en parle sérieusement aussi. Apparemment, ses proches lieutenants sont obligés de lui faire des rapports un peu à sa guise, c'est-à-dire qu'ils vont dans le Ils ne vont sens... pas le fâcher. Qui vont pas le fâcher, qui vont dans le sens de ses discours. À ce point, Franchement, il y a beaucoup de personnes qui ils sont lui proches un peu... mentirait pour éviter qu'il oui, le tape et sur la apparemment, table et il y a qu'il même des anecdotes qui se racontent un peu partout et qui disent que le fait de s'opposer à lui, c'est vraiment la retraite anticipée, où vous êtes viré sur le champ, ou même humilié verbalement. Donc, Et il y a moi, on des- m'a rapporté qu'il ne rate pas une émission d'El Maradibi. On m'a rapporté qu'il regardait de façon très assidue El Maradibi. Il est Donc, devant son donc ordinateur, il a alors. ses rapports. Il a doit ses avoir rapports, donc- Lui peut capter. Voilà, lui, il peut capter, je crois. Ouais. Ah, lui, il peut Certainement. En tout cas, c'est un projet, comme vous avez dit, c'est un suicide politique, parce qu'eux, ils sont dans l'ancien schéma. Ils croient qu'ils peuvent toujours organiser la zerda démocratique électorale. Ils croient qu'ils peuvent le urs démocratique, c'est-à-dire ramener 2-3 pigeons par-ci, par-là, avec des sandwichs de cachir, avec quelques caméras pour filmer, pour dire qu'il y a... Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que maintenant, le peuple échange. Il y a 40 millions de journalistes en Algérie. Tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer. L'information circule. Les bureaux de vote ne sont pas ouverts. Et d'ailleurs, pour exprimer que cette crainte existe réellement et que le pouvoir le sait, hier, j'ai vu un post sur une des chaînes relais privées du pouvoir. Et ils ont mis carrément que, ils ont dit, ce sera la prison pour toute personne qui va aller à l'encontre des décisions et des volontés Ah bon de la commission d'organisation des élections. Ça sera à la ce prison. point. Et ils ont mis des menottes, une photo avec des menottes. Oh là là. Voilà. Donc, Incroyable. Rapidement, parce qu'on doit donner la parole à Dehena qui n'a Non, pas c'est suffisamment juste parce que parlé. pour rebondir sur ce qu'a dit notre ami, j'ai un désaccord avec lui sur la notion de discours de Gaël Salah. C'est sûr qu'il a une équipe de spin doctors, il ne faut même pas rigoler. Oui, Ça, c'est un. Il a l'éditorial de Djej, chaque mot est pesé. Quand on vous dit conspirateur, quand on vous dit des haineux, quand on vous dit des partis que le peuple a refusés, etc., c'est pas rien. Oui, c'est bien écrit. En fait, à qui c'est destiné ce genre d'édito? C'est destiné à stigmatiser. Tout Non, mais simplement. les gens qui ont le niveau
suffisant pour pouvoir lire une telle littérature. C'est des gens qu'on ne peut pas berner. Bah oui. Oui, ça paraît évident, mais ça peut glorifier une partie, parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, M. Benchenou, ce n'est pas à vous que je vais le dire, que l'état DRS est encore présent, que l'état profond est encore présent. Donc quand vous dites 10% d'élections, je suis d'accord avec vous. Et ça a été rédigé dans les deux langues. Hein, oui, tout à fait, dans les deux langues. Ce qu'il y a lieu, c'est que je suis un peu en désaccord sur la qualité du discours. C'est-à-dire que lui, il sait ce qu'il fait. Quand il parle d'une caserne, sa com, elle est réglée comme du papier à musique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils veulent nous amener, mais pour nous, en tant qu'Algériens, qui aimons notre patrie quand même, c'est le minimum, on se dit qu'il faut passer par une des trois voies. Parce que ce n'est pas possible d'aller à des élections comme ça dans la rapidité, d'autant qu'il me semble que jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a eu autant d'éléments constitutifs d'une crise pour régler son problème de manière définitive et nous ancrer vraiment dans les nations les plus développées. Absolument. Alors, Mourad Dehina, au sujet de cette obstination pour aller aux élections, de plus en plus d'observateurs commencent à penser qu'en fait, ils ne sont pas aussi fous pour vouloir y aller avec en bout de course des bureaux de vote largement désertés, pour ne pas dire quasi systématiquement désertés, un boycott peut-être jamais observé dans l'histoire de la politique, des caméras qui vont donc démasquer le pouvoir algérien de façon absolument incroyable à gérer. Vous pensez qu'ils vont y aller quand même avec tout ce qui se prépare? Moi, je pense qu'ils font tout pour y aller. C'est clair que je pense que si on veut dépasser un petit peu le cadre de Gaël Salah en tant que personne, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'on parle de la nature d'un régime et qu'il y a une culture politique qui est là, qui est ancrée dans ce système. Par exemple, je citerai un exemple. Maintenant, on entend dire des gens comme Karim Younes ou d'autres que parmi les chantiers les plus importants qui vont être faits immédiatement après la présidentielle, c'est un petit peu pour faire le marketing pour sa présidentielle, il va falloir changer la constitution, éventuellement même, je crois qu'il a même utilisé le terme de constituante. C'est-à-dire que pour eux, l'urgent, c'est d'arriver à mettre en place la vitrine qu'ils ont toujours eue pour justement ne pas mettre aux avant-postes sur le front la machine militaire, l'état-major militaire aux premières lignes de la politique. Ils veulent rester bien sûr les maîtres du terrain et ils savent très bien en tant que... Je pense qu'il ne faut pas aussi regarder d'une façon, je dirais, de haut Gaël Salah et c'est les gens qui le poussent ou qui le conseillent. Ils ont une stratégie de militaire, c'est-à-dire que nous devons avoir un président, nous devons aller vite. Le président qui serait élu, entre guillemets, dans le contexte actuel, serait absolument donc lié, les mains liées devant les militaires. C'est inévitable, quelle que soit sa personnalité, même si on arrive à avoir des élections un peu moins donc truquées qu'auparavant, parce que de toute façon, elles seront taillées sur mesure, la personne qui viendra n'aura bien sûr pas l'appui populaire nécessaire, mais ce qui est pire, c'est qu'elle devra tout à cet état-major-là. Donc, moi je pense qu'eux, ils vont essayer d'y aller, ils vont essayer d'amadouer une partie de la population, strate par strate. On voit très bien que maintenant, ils essayent de montrer qu'ils s'attaquent aux dignitaires qui étaient perçus par certains comme étant proches ou protégés par Gaël Salah. Je pense notamment à des gens comme Tleiba. Ils essaient de mettre en place, et je pense que la loi a été présentée aujourd'hui, une nouvelle autorité qui assurera toute la gestion des élections. Et ça, mais elle sera anticonstitutionnelle, Mourad Dehina. Non, mais la Constitution, je pense que les invités l'ont très bien dit. Gaël Salah, il s'en fout dans les faits. Mais ils disent tenir très strictement à la Constitution et ne rien faire qui sorte de son cadre. Dans le genre Al-Watan ou November, comme il dit que l'ALN, l'ANP, c'est la digne héritière de l'ALN, nous savons tous qu'historiquement, l'ANP,
c'est en fait la première armée c'est l'armée qui a combattu l'ALN. Hein, donc l'armée des frontières qui est rentrée, elle a combattu l'ALN. Elle n'est pas son héritière. Donc lui, il s'en fout. Il s'accapare ce vocabulaire. November, Badissia, Aljazair, etc., Constitution. Mais tout cela, il s'en fout parce qu'il sait en définitive, c'est exécuter ce que je vous dis, c'est la logique du militaire, du chef militaire. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette opération de charme que l'on va vivre ces prochains jours. Moi, je la prévois, je la prédis. Ils vont probablement mettre à la porte Bedoui, je pense que c'est une question d'heure ou de jour. Ils vont relâcher certains prisonniers. Ils vont mettre en place cette autorité en essayant de mettre une personne pas trop controversée. Donc c'est pour ça qu'il est très important que la rue, que la classe politique qui défend un projet de l'État civil en opposition à l'État militaire s'exprime de manière très forte dès qu'il y a annonce de la convocation du corps électoral. Il faut un petit peu, même si le terme politiquement, techniquement n'est pas juste sur le plan de la science politique, il faut mettre en avant ce slogan qui a été mis en avant par la rue, Ahoujaï al-Asyan al-Madani Rahjaï. Merci. Donc ça, c'est très important de mettre en avant si jamais il y a une telle annonce. Merci Mourad Dehena, au plaisir de vous revoir. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, donc nous allons faire un dernier tour de micro. C'est pas un tour de micro, c'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit M. Dehena, c'est que la commission, elle aura pour mission aussi d'annoncer les résultats. Ce ne sera pas au ministère de l'Intérieur de le faire. Voilà. C'est la seule innovation, disons, positive, si on va dire. Voilà. Sinon, donc, comme c'est le dernier tour de micro. Quoi dire? C'est-à-dire que moi, je reviens sur l'édito et M. Dehena a dit que c'est le régime militaire. Moi, je n'irai pas jusque-là. Le régime militaire est là, on le sait très bien. Il a bien expliqué que ça remonte bien avant l'indépendance. Et là, on paye les inconséquences de tout ça. Et je pourrais revenir sur aussi le fait que certaines chaînes, donc je pense que la chaîne Maghrébia a été visée. Moi, je tiens à témoigner que je n'ai jamais été censuré, que j'ai pu exprimer mes idées normalement, que j'ai pu jouir d'un accueil fraternel et amical tout le temps. Il y a du respect entre nous. Je n'ai jamais été censuré, bien au contraire. Je tiens à le témoigner humblement, amicalement. Et maintenant, si la ligne éditoriale d'Al Maghrébia dérange l'état-major ou dérange les gens qui sont peut-être à l'origine de beaucoup de maux dans notre pays, politiquement parlant, hein, parce que je ne parle pas de l'armée, hein, moi je dis tant mieux. Merci pour ces mots. Merci. Voilà. Brahim Younsi. Tous les actes de gouvernement et de commandement sont illégaux et illégitimes, quoi qu'ils fassent, élection ou pas élection. Et s'ils ne vont pas à l'élection présidentielle, que le peuple, et vous l'avez dit, boycottera massivement et activement, c'est clair. Ça veut dire qu'il sera sur le terrain. Il sera sur le terrain, c'est clair. Les étudiants, les syndicats libres. Tout à fait. C'est des millions d'Algériens qui ne veulent pas, qui ne veulent absolument pas de cette élection imposée. Et pourquoi ne voit-on pas, puisque l'état-major nous dit que la majorité des Algériens sont pour les élections, pourquoi ne les voit-on pas manifester? Eh oui, bien voilà. Mais moi, je suis curieux de le savoir. Et ils profitent des manifestations du peuple. Je crois que notre ami a dit qu'ils sont sur un autre schéma qui est désuet, qui ne prend plus. Oui, non, mais justement, même ça, à c'est l'intérieur clair. des terres. Parce qu'à l'intérieur des terres, il faut savoir que l'électorat, il est mouvant. Il y a l'Archia encore, vous savez. Et quand, oui, mais... quand il y avait la concurrence à FLN-RND, on m'a raconté que du côté pas de Msila, mais de Ain Defla, ils ont dit, nous, ça y est, on a donné notre accord au FLN, on ne peut plus voter pour toi. Alors, vous imaginez avec ça, mais il y a des manifestations de soutien. La dernière a eu lieu à Chlef. C'était grandiose. Il y avait 8 personnes. Et donc, il y a les photos qui circulent sur les réseaux. 8.
et protégé Qui manifestait en faveur des élections. en faveur des élections pour soutenir Gaïd Salah. Par contre, moi, je profite de mon dernier temps de parole justement pour rebondir sur l'idée qu'a lancée M. Dhina sur la nécessité de maintenir la mobilisation contre ces élections, pour lancer un appel, parce que nous avons lancé un appel avec un ensemble de citoyens et de collectifs actifs ici en France pour une manifestation dimanche prochain à Paris, puisque ça coïncide avec le 15, la date symbolique à laquelle Gaïd Salah a appelé le corps électoral. Eh bien, nous, on a lancé un appel pour manifester dimanche prochain. Ça sera à 15h entre Place de la République, Place de la bataille Stalingrad. Donc, Ou l'un ou l'autre, les gens n'ont pas un don d'ubiquité. Il faut qu'il soit... C'est une manifestation. Non, C'est une une marche. C'est une marche. Ah, c'est une marche, c'est pas le départ. C'est pas un voilà. rassemblement. Oui, C'est oui, pas un oui, rassemblement. d'accord. Pardon, Ça veut c'est dire une marche. de Place de la République à 15 Stalingrad. À Stalingrad, le départ sera à 15 L'autorisation a été heures. accordée. L'autorisation a été accordée. Donc il y a déjà plein de collectifs qui sont avec nous. Et nous appelons tous les autres collectifs, toutes les forces vives, les militants, les citoyens à nous rejoindre et à nous soutenir dans cette marche parce que nous voulons, il faut vraiment porter la voix. C'est à 15h de Place de la République jusqu'à Stalingrad parce que c'est vraiment l'occasion de porter la voix. Ça tombera quel jour? Ça tombera le 15, dimanche 15. Dimanche. Et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on a lancé cette initiative. Et Voilà, juste pour terminer, parce que moi je lance un appel à tous les collectifs ici présents en France et en Europe d'essayer de faire front commun, d'essayer de se réunir, que les égos se mettent de côté. L'urgence est au rassemblement. Il y a une demi-douzaine de points sur lesquels tout le monde est d'accord et travailler sur ces plateformes. Il ne faudrait pas que ceux qui sont dans une logique d'appareil viennent toxiciser, que ceux qui ont des ambitions viennent toxiciser. Finalement, c'est les mêmes problèmes qu'au niveau du je pense que c'est pas simplement les égos, si tu me permets. pas de souci, C'est aussi l'exclusion idéologique. Parce qu'on la ressent, on la voit et on la vit. Mais je crois que pour ce dimanche, pour l'appel qu'on a lancé, parce que le thème c'est non aux élections, je vois déjà qu'il y a beaucoup d'échos positifs et que les militants, les personnes, les collectifs, la plupart répondent positivement. Et donc j'espère qu'il y aura une grande mobilisation. Nous allons essayer de marteler un peu partout cette semaine parce que vraiment, il faut porter la voix du peuple algérien dans les capitales du monde, non pas seulement à Paris, mais partout dans le monde, pour dire que le peuple algérien refuse ces élections truquées de ce pouvoir illégitime. Karim Naït Ouslimane, merci beaucoup. Si vous me permettez, oui, j'ai bien apporté sûr. un livre présentez-le à la de caméra. mon ami Abdelkader Ifsah. Oui, oui. Ils m'ont envoyé un exemplaire. Je l'en remercie. Je lui fais la publicité, alors que je ne partage pas du tout sa thèse. D'accord, mais c'est très bien. C'est ça la démocratie. Ça, c'est très Je fair ne play. partage pas du tout sa thèse. Alors qu'on voit un peu, voilà, histoire politique de l'Algérie. Voilà. Pardon, c'est excusez-moi. une thèse qu'il avait soutenue, Alors, avec laquelle je ne suis pas d'accord. Histoire politique de l'Algérie, Abdelkader Ifsah, 1954-1984, pardon, ça fait partie du titre. La maison d'édition. Vous l'avez là. Alors, ENAG Édition. Voilà. Et pour lui faire plaisir, parce qu'il a inventé un mot qui est là-dedans, c'est prédatorium. 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 Alors, je le dis. On est fort, les Algériens. Il a dû faire un bel audit. Merci à vous tous. Merci Idil Nouren, merci Brahim Younsi, merci Mourad Dena, merci Mahrez Bouish, merci Karim Naït Ouslimane. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Je veux rappeler quelque chose que je rappelle tout le temps, mais on ne le rappellera jamais suffisamment. C'est le MIA, c'est le MIA.